Tu nais en 1922 à Koursk, dans une isba de 3 pièces que partagent 9 personnes. La maison sent le bois humide, le chou bouilli et la fumée du poêle qui tire mal les soirs de grand froid. Ton père s'appelle Fiodor. Il répare des charrettes et des outils agricoles dans un petit atelier derrière la maison. Et il sent en permanence le bois et l'huile de lin. Ta mère s'appelle Zinaïda. Elle fait partie de ces femmes qui ne s'assoient jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. La soupe à surveiller, le linge à étendre, le jardin à retourner, le poêle à alimenter avant l'aube. Tu as 2 sœurs plus jeunes, Varvara et Paulina, et un frère aîné, Stepan, qui a 7 ans de plus que toi et qui t'a appris à nager dans la rivière Seim en te jetant dedans depuis la berge sans prévenir. L'enfance à Koursk dans les années 20, c'est une enfance de boue et de froid, 6 mois par an, et de poussière, les 6 autres. L'été, tu cours pieds nus dans la terre sèche entre les champs de tournesol. L'hiver, tu dors sous 2 couvertures avec Stepan dans le même lit, parce que la chaleur du poêle ne monte pas jusqu'à votre chambre. Tu vas à l'école dans un bâtiment de briques rouges dont les fenêtres ne ferment pas bien et dont le plancher grince sous chaque pas. L'instituteur s'appelle Borisov. Il a perdu 2 doigts à la guerre civile et il écrit au tableau avec la main qui reste. Il t'apprend à lire, à compter, et que Lénine a libéré le peuple. Tu ne discutes pas. En 1929, ton père est convoqué à la réunion du soviet de village pour intégrer le kolkhoze. Il revient sans dire grand-chose. Le lendemain, les chevaux ne sont plus dans l'écurie. Ils appartiennent maintenant à la ferme collective. Fiodor mange son dîner ce soir-là sans parler, et tu ne lui poses pas de questions, parce que tu as 7 ans, et que tu comprends à son visage que ce n'est pas le moment. Les années qui suivent ont cette qualité particulière des années d'enfance sous la collectivisation. Une normalité de surface avec, en dessous, quelque chose de tendu, comme une corde tirée trop fort. Tu fais ce qu'on te dit. Tu travailles au kolkhoze dès que tu en es capable. Tu apprends que le travail collectif est la voie, et tu l'acceptes parce que c'est tout ce que tu as jamais vu, et que comparer nécessite d'avoir quelque chose à comparer. L'hiver 1932 est différent des autres hivers. Les rations du kolkhoze sont réduites. Ta mère fait durer le pain plus longtemps. Elle coupe les tranches plus minces et elle dit que vous n'avez pas faim quand vous avez faim. Varvara a une toux qui ne part pas. Vous entendez parler de villages plus au sud où ça va encore plus mal. En Ukraine, dans le Kouban. Des familles entières qui disparaissent. Des villages entiers qui se vident. L'Holodomor, dont on ne prononce pas le nom, mais dont les gens parlent à voix basse quand ils pensent que personne n'écoute. Chez vous, ce n'est pas ça, mais c'est serré. Tu apprends à avoir faim sans le montrer, parce que montrer la faim ne sert à rien. Et parce que Zinaïda t'a dit que les hommes ne montrent pas leur faim. En 1936, Stepan part faire son service militaire dans l'armée rouge. Il revient 2 ans plus tard avec des bottes neuves et une façon de marcher différente, plus droite, les épaules en arrière. Et il dit que c'est bien de servir, que le pays se construit, que l'armée rouge est la plus grande force du monde. Tu l'écoutes. Tu as 14 ans et Stepan est la personne la plus impressionnante que tu connaisses. En 1939, tu finis l'école. Tu travailles au kolkhoze, les labours, les récoltes, la mécanique des tracteurs que tu apprends sur le tas, parce que tu as de bonnes mains, et que Fiodor t'a transmis le sens des machines et la façon de comprendre ce qui ne fonctionne pas, rien qu'à l'écouter. Tu sais déjà à 17 ans démontrer et remonter un moteur de tracteur STZ, identifier une courroie usée au son qu'elle fait, régler l'injection à la main. C'est utile, tu ne le sais pas encore, mais ça le sera. L'été 1941 arrive comme une rupture totale dans le tissu du temps ordinaire. Le 22 juin, tu es au champ quand quelqu'un court depuis le village en criant quelque chose. Tu n'entends pas d'abord, puis tu comprends le mot. Guerre. Le soir, à la radio, le discours de Molotov. Sa voix est étrange, plate, officielle, comme s'il lisait un texte administratif. Mais le contenu de ce texte, c'est que l'Allemagne nazie a attaqué à l'aube sur l'ensemble de la frontière de la Baltique à la mer Noire. 3 millions de soldats, des milliers de chars et d'avions. La plus grande invasion de l'histoire militaire mondiale. Tu regardes Fiodor. Il ne dit rien.
Il a connu la Première Guerre mondiale, la Révolution, la guerre civile. Il connaît ce mot d'une façon que toi, tu ne connais pas encore. Zinaïda fait la vaisselle dans la cuisine, et ses mains ne s'arrêtent pas. Mais elles se sont mises à trembler légèrement. En juillet 1941, tu reçois ta convocation. Tu as 19 ans. Zinaïda te prépare un baluchon avec du pain, du lard séché, une paire de chaussettes en laine supplémentaire et une photo de la famille prise l'été précédent devant la maison où tout le monde plisse les yeux à cause du soleil. Elle t'embrasse une seule fois, longtemps, et elle dit « Prends soin de toi ». Varvara pleure sans essayer de s'arrêter. Paulina ne comprend pas encore vraiment ce qui se passe, mais elle pleure aussi, parce que les autres pleurent. Fiodor te serre la main comme à un homme, et il dit quelque chose de très court que tu n'entends pas tout à fait à cause du bruit de la rue. C'est la dernière fois que tu vois ta maison de l'intérieur. Tu rejoins un point de rassemblement à Koursk avec 200 autres jeunes hommes du gouvernement. Beaucoup ne se connaissent pas. Vous avez en commun l'âge, la confusion et le fait de ne pas avoir dormi la nuit précédente. On vous forme en compagnie, on vous distribue des uniformes kaki dont certaines pièces ne sont pas à la bonne taille. Tu marches dans des bottes d'une pointure au-dessus jusqu'à ce qu'elles s'écrasent sur tes pieds et que les ampoules se transforment en durillon. Et on vous donne des fusils Mosin Nagant, modèle 1891/30, 5 coups, baïonnette en croix, le même fusil que les soldats du tsar. L'entraînement dure 6 semaines. 6 semaines pour apprendre à tirer, à progresser en terrain découvert, à creuser une tranchée correcte selon les dimensions réglementaires, 2 mètres de profondeur, 60 cm de large, à obéir aux ordres sans les discuter, à marcher au pas, à soigner son arme le soir avant de manger. Ton instructeur s'appelle le sergent Golubev. Il a 40 ans et une cicatrice qui lui traverse la joue gauche, d'oreille à mâchoire, souvenir de Finlande, et il ne crie jamais. Il parle toujours d'une voix basse et précise, qui est en réalité plus terrifiante que les cris, parce que les cris, on peut s'y habituer, et à la voix de Golubev, on ne s'habitue pas. Golubev dit une chose une seule fois. En octobre 1941, ta compagnie est envoyée au front. Pas à Moscou, à Voronej, à 300 km au sud-ouest de Koursk, où les Allemands approchent par la boucle du Don. La réalité du front n'est pas ce à quoi tu t'attendais, sans savoir exactement ce à quoi tu t'attendais. C'est d'abord une odeur, brûlée, terre retournée, quelque chose de chimique et de métallique que tu ne peux pas nommer et qui restera dans tes narines pour le reste de ta vie. C'est ensuite un bruit qui ne s'arrête jamais, les tirs d'artillerie dans le lointain, constants, comme un orage qui dure depuis des semaines sans se décider à partir. Et c'est la boue. En octobre, en Russie centrale, la Rasputitsa, la saison des chemins impraticables, transforme la terre noire en une substance qui avale les roues des camions jusqu'aux essieux, les semelles des bottes, les hommes qui tombent et ne se relèvent pas assez vite. Ton camarade de tranchée s'appelle Anatoly Tchernikov. Il vient d'Oufa, dans l'Oural. Il est chaudronnier de métier, et il fait des imitations de Golubev qui sont si précises et si terrifiantes qu'elles vous font rire même quand il n'y a rien d'autre à trouver drôle. Tchernikov dit toujours que l'humour, c'est la seule chose que les commissaires ne peuvent pas réquisitionner. Tu passes l'hiver 1941 à 1942 sur le Don. Le front se stabilise après la contre-attaque soviétique de décembre qui repousse les Allemands de Moscou. Tu apprends la peur pendant cet hiver-là. Pas la peur de mourir en général, ça c'est une idée abstraite que le cerveau n'arrive pas à traiter vraiment. La peur concrète, c'est la peur du prochain dixième de seconde, de la prochaine rafale de MG42 qui tire à 1200 coups par minute et dont le son est différent de toute autre mitrailleuse. Un bruit de tissu qui se déchire en accéléré et que tu apprends à reconnaître dans le noir. La peur concrète, c'est aussi le froid. Moins 25 degrés en janvier dans une tranchée avec un manteau soviétique standard qui n'a pas été prévu pour cette température, parce que le commandement n'avait pas prévu de se battre en hiver. Tu apprends à dormir par petites périodes, 20 minutes, 30 minutes, parce que dormir plus longtemps sans mouvement dans ce froid, c'est ne pas se réveiller. Tu apprends à manger de la neige quand il n'y a pas d'eau. Tu apprends que la fin de l'enfance et la fin du front sont deux choses différentes, parce que la fin du front a derrière elle l'épuisement physique, de marcher, creuser, porter, courir. Et cette combinaison produit une sorte de vide dans le corps
qui n'a pas de nom exact. Au printemps 1942, les Allemands lancent l'opération Fall Blau, la deuxième grande offensive stratégique en URSS, dirigée cette fois vers le sud et l'est, vers les champs de pétrole du Caucase et vers la Volga. Le plan allemand est contenu dans la directive numéro 41 signée par Hitler le 5 avril 1942. Couper les routes de ravitaillement soviétiques sur la Volga. Prendre les ressources pétrolières du Caucase. Asphyxier l'URSS économiquement. L'objectif principal est Stalingrad. Pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle représente. Un nœud ferroviaire et fluvial majeur et le nom de Staline sur ses immeubles et ses usines. En juillet 1942, ta division est en retraite. Ce n'est pas une retraite ordonnée, c'est ce que les soldats appellent entre eux un hot code, un recul en bon ordre. Mais la réalité ressemble davantage à une déroute contrôlée à la marge, sous la pression de la 6e armée du général Friedrich Paulus, qui avance avec 330 000 hommes et 500 chars en soutien de la Luftwaffe. Tu recules. L'ordre numéro 227, signé par Staline le 28 juillet 1942, Ni shagou naziad, pas un pas en arrière. Élu devant toute la troupe formée en carré. Le commissaire politique qui le lit a une voix ferme et les mains jointes derrière le dos. L'ordre explique la situation avec une franchise inhabituelle pour un document officiel soviétique. L'URSS a déjà perdu plus de 70 millions de citoyens sous occupation allemande. Ses ressources économiques s'amenuisent. Reculer encore, c'est mourir collectivement. Les bataillons de barrière du NKVD sont formalisés par cet ordre. Des unités positionnées à l'arrière avec instruction d'arrêter les fuyards et les déserteurs par tous les moyens nécessaires. En août 1942, ta division traverse la Volga de nuit sur des barques, des radeaux de fortune et les quelques bacs militaires disponibles sous un tir d'artillerie et de mortier constant. Le fleuve à cet endroit fait environ 1 km de large. La traversée prend 40 minutes. L'eau est noire. Des obus tombent dans le fleuve et font des colonnes d'eau que la nuit rend presque invisibles jusqu'au moment où elle retombe sur vous. Des hommes tombent dans l'eau. Tu arrives sur la rive ouest et tu es immédiatement dans Stalingrad. Ce qui reste de Stalingrad, après le bombardement de masse du 23 août 1942, qui a détruit les 3/4 de la ville en une seule journée. Ce jour-là, la Luftwaffe a effectué plus de 1600 sorties et largué environ 1000 tonnes de bombes sur une ville où 600 000 civils n'avaient pas encore été évacués. 40 000 d'entre eux sont morts en une semaine. Ce que tu vois en mettant le pied sur la berge ouest, c'est un paysage qui n'existe pas dans la nature. Des immeubles réduits à leur structure métallique tordue et à leurs façades éventrées. Des colonnes de fumée noire depuis les réservoirs de pétrole industriel qui brûlent en bordure du fleuve. Le pétrole enflammé flottant sur la Volga elle-même et brûlant sur l'eau. La lueur orange de la ville entière en feu, visible à 50 km dans l'obscurité de la steppe. Ta compagnie est rattachée à la 62e armée du général Vassili Tchouikov, qui a son quartier général dans un bunker creusé directement dans la falaise de la rive de la Volga, à 100 mètres du fleuve, à portée d'artillerie légère allemande, constamment sous la menace de l'artillerie ennemie dont les tirs déplacent parfois les murs du bunker de quelques centimètres. Tchouikov a refusé d'être évacué sur la rive est. Il a dit « Ma mort sera ici, ma vie sera ici ». Tchouikov a 42 ans en 1942. Une mâchoire serrée en permanence, des poings comme des massues, et une théorie tactique qui va sauver la ville. La théorie de Tchouikov s'appelle l'étreinte, Umarchi Taktika, la tactique du corps à corps. Et elle est fondée sur une observation simple et révolutionnaire dans le contexte de 1942. La Luftwaffe et l'artillerie lourde allemande sont les armes décisives dans cette guerre. Et ces armes ne peuvent pas frapper des cibles à 10 ou 20 mètres de leurs propres soldats sans les tuer également. Donc la solution est de coller, tenir les lignes soviétiques si proches des lignes allemandes que Richthofen et ses bombardiers ne peuvent plus intervenir sans tuer leurs propres hommes. Priver la 6e armée de sa supériorité aérienne en transformant chaque bâtiment en forteresse, chaque cave en position de défense, chaque mètre de décombre en terrain qui doit être conquis à la main, au couteau, à la grenade.
Tchouikov dit à ses commandants de division en septembre 1942 « Vous devez être dans la même pièce que l'ennemi. Pas dans le même immeuble, dans la même pièce. » Tu reçois ces instructions de ton lieutenant, un homme nommé Boïko qui a 26 ans, qui a déjà combattu à Moscou et à Voronej et dont les mains tremblent légèrement en permanence depuis septembre. Pas de peur, mais de quelque chose qui ressemble à de la fatigue accumulée au point de devenir une condition physique permanente. Comme si son système nerveux avait été réglé depuis trop longtemps sur le niveau d'alerte maximum et ne savait plus redescendre. Boïko dit « On ne recule plus, on colle. On ne laisse pas 100 mètres entre nous et eux. On reste à 20 mètres, à 10 mètres, à l'intérieur du même immeuble si nécessaire. » Les groupes d'assaut de nuit, des unités légères de 20 à 50 hommes avec grenades et pistolets mitrailleurs PPSH-41, utilisent les caves, les tunnels d'égout, les passages creusés à travers les murs pour surgir derrière les lignes ennemies et frapper dans le dos. Tu es intégré à l'un de ces groupes en septembre 1942. Vous êtes 23. Ton groupe opère dans le secteur de l'usine Krasny Oktyabre, l'Octobre Rouge. Une aciérie dont les hauts fourneaux forment des silhouettes méconnaissables au-dessus des décombres. Dans les halls de l'usine, la visibilité est parfois de 2 mètres à cause de la poussière de béton, de métal et de briques en suspension permanente dans l'air. Une poussière qui brûle les yeux et les poumons, qui couvre tout d'une couche grise, qui fait cracher noir. Ton uniforme est gris, ton visage est gris. Tes poumons filtrent du gris 24 heures sur 24. Tout est gris. Le soldat ennemi qui surgit de derrière une colonne à 3 mètres de toi un matin d'octobre est également gris, et pendant une fraction de seconde, vous vous regardez tous les deux avec la même expression. Pas la peur. Quelque chose de plus primitif et de plus animal, avant que les réflexes prennent la main. Tu as survécu, il n'a pas. Tu n'y penses pas longtemps parce que tu n'en as pas le temps, et parce que penser trop longtemps à certaines choses dans certains endroits, c'est un luxe que le front ne permet pas. Tchernikov est toujours là. Vous dormez dans la même cave. Une cave d'immeuble effondré avec un plafond en béton fissuré que vous regardez en vous endormant chaque soir, en vous demandant si cette nuit, c'est la nuit où il cède. La cave sent l'humidité, la fumée de tabac, la sueur accumulée de plusieurs semaines sans eau chaude. Et quelque chose d'autre que vous ne nommez pas. Tchernikov dit que si on meurt écrasé sous le béton, au moins on n'entendra pas les Allemands chanter le soir. Ils chantent parfois le soir à 50 mètres de vos positions. Des chants lents dans l'obscurité, et c'est la chose la plus étrange de toute la bataille. Entendre des voix humaines chanter dans le noir, de l'autre côté d'un mur. Le 3 octobre 1942, les Allemands lancent leur assaut sur le secteur nord des usines avec 8 divisions et un appui massif de la Luftwaffe qui effectue ce jour-là plus de 2000 sorties au-dessus de la ville. Les immeubles qui restaient debout autour des usines cessent d'exister. Les groupes d'assaut soviétiques se retrouvent à combattre dans des ruines de ruines. Des structures qui avaient déjà été touchées une première fois et qui s'effondrent maintenant dans leurs propres décombres. Le 14 octobre, les Allemands percent dans le secteur de l'usine de tracteurs Dzerzhinsky au nord et arrivent à 300 mètres du poste de commandement de Tchouikov. C'est le moment le plus critique de toute la bataille pour la 62e armée. Ce jour-là, Tchouikov envoie le message suivant à Eremenko. « Nous tenons nos positions. » Eremenko lui répond par renfort. 2 nouvelles brigades traversent la Volga sous les tirs dans la nuit du 14 au 15 octobre, avec des pertes de traversée de 30% avant même d'arriver sur la rive ouest. Ton groupe est envoyé en renfort sur le flanc nord, ce même 14 octobre. Tu cours à découvert sur 200 mètres sous tir de mitrailleuse. La mitrailleuse MG42 à ta gauche tire par rafale courte. L'opérateur est discipliné. Il économise ses munitions. Il ajuste. 3 hommes de ton groupe tombent dans ces 200 mètres. Le 4e tombe à l'entrée du bâtiment objectif. Tu entres. Tu tiens une position dans les décombres d'un atelier pendant 18 heures, sans renfort, sans ravitaillement, avec un pistolet mitrailleur PPSH-41 récupéré sur un mort. 2 grenades F1 soviétiques et une grenade à manche allemande récupérée également. Et environ 80 cartouches. La nuit du 14 au 15 octobre est la nuit la plus longue de ta vie.
Non pas parce qu'il se passe des choses extraordinaires, mais parce qu'il ne se passe presque rien pendant plusieurs heures. Les tirs s'arrêtent au milieu de la nuit. Le silence retombe sur les décombres. Et ce silence est pire que les tirs, parce que dans le silence, ton cerveau est obligé de traiter en temps réel chaque signification potentielle de chaque bruit. Une brique qui tombe, un câble métallique qui grince, une respiration qu'on entend peut-être. Tu ne dors pas. Personne ne dort. À l'aube, les Allemands attaquent à nouveau, et tu comprends à leur façon de progresser, méthodique, lente, par petits groupes couvrant les uns les autres, qu'ils ont aussi passé la nuit à écouter. En novembre 1942, la 62e armée n'existe plus que dans les états-majors. Sur le terrain, il reste des groupes de survivants accrochés à des fragments de sol entre le fleuve et les usines. Certains groupes coupés de tout ravitaillement depuis plusieurs jours. Certains secteurs tenus par des hommes qui se battent avec des armes prises sur les morts faute de munitions propres. L'espérance de vie d'un soldat fraîchement arrivé en renfort dans la ville est à ce point estimée à moins de 24 heures. Le ravitaillement traverse la Volga de nuit sous les tirs. Les battes militaires et les barques de pêche chargées de munitions et de nourriture que les obus percent et coulent. Les blessés qui attendent la nuit suivante sur la berge pour traverser dans l'autre sens et qui meurent en attendant. Mais pendant que tu tiens dans les décombres de l'Octobre Rouge avec tes dernières cartouches et ta dernière grenade, à Moscou et dans les quartiers généraux des fronts soviétiques se joue autre chose. L'opération Uranus a commencé à prendre forme sur les cartes de la Stavka dès septembre 1942. L'idée appartient au général Alexandre Vassilievski, chef d'état-major général, qui la soumet à Staline en septembre avec la proposition d'associer Zhukov à sa planification. Le plan est d'une simplicité audacieuse. Ne pas essayer de briser la 6e armée dans la ville où elle est forte, mais frapper ses deux flancs exposés au nord et au sud, là où les Allemands ont déployé leurs alliés. La 3e armée roumaine au nord sur le Don et la 4e armée roumaine au sud, qui sont moins bien équipées, moins bien entraînées et dont les lignes s'étendent sur des centaines de kilomètres avec des densités insuffisantes. Deux pinces blindées convergent. Si elles se rejoignent à Kalach sur le Don, à l'ouest de Stalingrad, la 6e armée tout entière est encerclée dans la ville qu'elle essaie de prendre. La préparation est menée dans un secret absolu. Les concentrations de forces soviétiques, 5 armées de choc au nord, 2 au sud, environ 1 million d'hommes au total, avec 900 chars et 1100 avions, sont camouflés. Les mouvements se font de nuit. Les communications radio sont minimisées. Les ordres ne descendent au commandant de division que 48 heures avant le déclenchement. Aucun soldat dans les ruines de l'Octobre Rouge ne sait ce qui se prépare. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin, par un brouillard épais sur la steppe qui empêche la Luftwaffe de décoller, 3500 pièces d'artillerie soviétique ouvrent le feu simultanément sur les positions roumaines au nord de Stalingrad. La préparation d'artillerie dure 80 minutes. Le sol tremble sous les pieds à 80 km à la ronde. Les T-34 du groupe blindé du général Romanienko avancent ensuite dans le brouillard à travers les lignes roumaines qui se dissolvent en quelques heures. Certaines unités résistent, d'autres se rendent en masse, d'autres fuient vers l'ouest. Le 20 novembre à l'aube, c'est au tour du flanc sud. La pince méridionale du général Eremenko enfonce la 4e armée roumaine entre Kotielnikovo et Stalingrad. Tu entends ces bombardements depuis tes décombres dans Stalingrad. Un bruit différent plus loin, qui vient du nord-ouest puis du sud-ouest. Pas le bruit habituel de la bataille dans la ville. Quelque chose a changé, mais tu ne sais pas quoi. Ce n'est que le 22 novembre que la nouvelle descend enfin aux niveaux inférieurs. Les deux pinces soviétiques se sont rejointes à Kalach sur le Don. La 6e armée de Paulus est encerclée. 330 000 soldats allemands, les unités de la 4e armée blindée et des éléments roumains, croates et italiens, environ 300 000 hommes en tout, se retrouvent dans une poche de 1500 km² entre le Don et la Volga. Le mot qui circule dans vos positions, c'est « okroudjenie », encerclement. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose ressemble à une émotion collective dans les positions soviétiques. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose comme un relâchement infinitésimal de la tension, qui dure depuis 90 jours.
Hitler refuse l'ordre de percer vers l'ouest que ses généraux lui demandent. Paulus envoie le 22 novembre un télégramme au groupe d'armée B. « Ma situation rend la percée nécessaire si l'armée ne doit pas être anéantie. » Hitler répond « Stalingrad doit être tenu. » La Luftwaffe ravitaillera par pont aérien. Göring a promis 300 tonnes par jour. La réalité sera en moyenne 70 tonnes par jour par temps clair. Et le temps n'est pas clair. La 6e armée commence à mourir de froid, de faim et de manque de munitions dans une poche qui se rétrécit chaque semaine. L'opération Wintergewitter, l'hiver orageux, le coup de force de Manstein qui doit débloquer Paulus depuis le sud-ouest avec la 4e armée blindée, commence le 12 décembre 1942. Manstein avance de 60 km en 10 jours à travers la steppe enneigée. Le 19 décembre, ces éléments avancés sont à 48 km de la poche. C'est le moment le plus proche que la 6e armée atteindra jamais d'une porte de sortie. Paulus hésite à ordonner la percée vers le sud-ouest. Hitler lui a interdit d'abandonner ses positions. Et pendant qu'il hésite, Zhukov et Vassilievski lancent l'opération Saturne contre les armées italiennes sur le Don, qui s'effondre en 48 heures, menaçant les bases arrières de Manstein. Manstein n'a plus les moyens de continuer vers la poche. Wintergewitter s'arrête. La porte de sortie se referme définitivement. Tu passes décembre 1942 et janvier 1943 à l'intérieur de la ville qui se rétrécit autour des Allemands encerclés. La situation s'est inversée. Vous êtes maintenant l'attaquant et eux, le défenseur. Mais la réalité concrète de combattre dans Stalingrad ne change pas selon qu'on attaque ou qu'on défend. Parce que les décombres, le froid et la mort ont la même texture dans les deux sens. En janvier 1943, les Allemands dans la poche commencent à mourir en masse de froid. Les températures descendent à moins 35 degrés. De faim, de typhus, de gangrène. Les corps ne sont plus enterrés parce que le sol est gelé à plus d'1 mètre de profondeur. Ils s'accumulent dans les décombres. La 6e armée, qui avait 300 000 hommes le 23 novembre, n'en a plus que 250 000 au 1er janvier, sans qu'il y ait eu de combat intense. La différence, c'est le froid, la faim, les maladies. Le 8 janvier 1943, le commandement soviétique envoie à Paulus un ultimatum signé par le général Rokossovski. Reddition honorable, traitement des blessés, rapatriement après la guerre. Paulus refuse sur ordre d'Hitler qui le nomme le même jour maréchal. Hitler ne pense pas qu'un maréchal allemand se rende. Le 10 janvier 1943 commence l'opération Koltso, l'anneau, la phase finale. 7 armées soviétiques, avec des milliers de pièces d'artillerie, resserrent la poche de tous les côtés simultanément. Tu participes aux assauts de janvier dans le secteur sud de la ville, dans les rues qui ressemblent à des couloirs de béton entre des falaises d'immeubles effondrés où les deux côtés se battent aux grenadiers à courte portée. Le 26 janvier 1943, tes unités font la jonction avec la 21e armée venant de l'ouest au niveau de la colline Mamayev-Kourgan, la hauteur centrale de Stalingrad qui a changé de main plusieurs fois depuis septembre et dont le sol est tellement saturé d'acier et d'os que la végétation n'y repoussera pas avant des années. La jonction à Mamayev-Kourgan divise la poche allemande en 2 parties qui ne peuvent plus se soutenir. Le 31 janvier 1943, Paulus se rend dans la cave du grand magasin Univermag au centre-ville où il avait établi son quartier général. Il est le premier maréchal allemand à être capturé vivant. Son aide de camp dit qu'il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. 80 000 soldats allemands se rendent avec lui ce jour-là. Les dernières unités allemandes au nord capitulent le 2 février 1943. À 6 heures du matin, le 2 février 1943, les tirs s'arrêtent. Cet arrêt du bruit, l'arrêt du bruit d'artillerie qui durait depuis 180 jours sans interruption, produit un effet physiologique étrange. Tes oreilles continuent à entendre quelque chose qui n'est plus là. Le silence est perçant, presque douloureux, comme quand on sort d'une salle de concert et que le silence extérieur a une texture. Quelqu'un crie dans la rue quelque chose que tu n'entends pas. Tchernikov est à côté de toi dans les décombres,
et vous vous regardez tous les deux sans parler pendant un moment qui dure peut-être 30 secondes et qui semble plus long. Puis quelqu'un commence à crier, puis 2 personnes, puis tout le monde autour de vous. Et vous aussi finalement, parce que vos gorges font le bruit avant que vos têtes aient décidé de le faire. La bataille de Stalingrad est terminée. Du 17 juillet 1942 au 2 février 1943, 182 jours. La 62e armée, qui a tenu la ville, a perdu pendant cette période 45 divisions d'infanterie complètes, des unités entières qui ont été reconstituées, envoyées dans la ville et consumées. Plus de 470 000 soldats tués et blessés sur la seule défense de la rive ouest. Les pertes totales soviétiques dans l'ensemble de l'opération de Stalingrad, attaque et défense combinées, approchent le 1,5 million de soldats tués, blessés et prisonniers. Les pertes de l'Axe sont de l'ordre de 800 000 hommes, dont 244 000 prisonniers, dont la plupart mourront en captivité. 90% des bâtiments de Stalingrad sont détruits. Le sol de la ville contient une quantité de métal, d'os et d'explosifs non détonés qui la rendra dangereuse pour les décennies à venir. Tu restes sur le front de l'Est. Il y a encore 2 ans de guerre. Koursk, en juillet 1943. La plus grande bataille de chars de l'histoire, à 200 km au nord de ta ville natale, où tu combats dans l'infanterie de soutien pendant les 9 jours de l'opération Kutuzov, qui brise définitivement la capacité offensive allemande sur le front Est. La retraite allemande à partir d'août 1943, lente, coûteuse, disputée kilomètre par kilomètre sur une ligne de front de 3000 km qui se déplace vers l'ouest. La traversée du Dniepr en automne 1943. Le fleuve sous les tirs, les barques, la même texture de nuit que la traversée de la Volga en sens inverse, mais dans l'autre direction maintenant. Et la différence, c'est que cette fois, vous avancez. La libération de Kharkov, de Kiev, des plaines d'Ukraine. Tu traverses des villages qui ont été occupés 2 ans, 3 ans. Les gens sortent dans les rues, et certains pleurent, et certains ne font rien du tout, parce qu'il y a des choses qui dépassent les réactions normales. Et cette absence de réaction est elle-même une réaction. En 1944, tu es blessé une première fois à la jambe gauche. Un éclat d'obus de mortier dans le mollet. Pas grave, tu restes en ligne après 3 semaines à l'arrière. Et une deuxième fois à l'épaule droite en octobre 1944 pendant l'offensive de Pologne. Plus sérieux, 2 mois d'hôpital dans une ville libérée où les infirmières parlent polonais et où les draps sont blancs et où tu dors 10 heures la première nuit comme si ton corps avait attendu cet endroit précis pour s'autoriser enfin à tomber. En janvier 1945, tu es à Varsovie, ou ce qu'il en reste. Varsovie a été détruite méthodiquement par les Allemands après l'insurrection d'août 1944, immeuble par immeuble, sur ordre explicite de Hitler, 85% de la ville rasée. Tu marches dans une ville qui est moins une ville détruite qu'un catalogue exhaustif de ce que la destruction systématique peut produire quand elle est planifiée et exécutée avec méthode. Ça te rappelle Stalingrad, mais avec une différence. À Stalingrad, la destruction était le sous-produit de la bataille. Ici, elle était l'objectif. Le 8 mai 1945, la guerre en Europe prend fin. Tu es en Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres de Berlin, quand la nouvelle arrive. Tu n'as pas de réaction immédiate. Tu t'assois sur un mur de briques et tu allumes une cigarette et tu restes là un moment. Tchernikov est mort en novembre 1944 dans un champ de betteraves en Pologne. Un tir de mortier à l'aube. Il était à 6 mètres de toi. Et la différence entre 6 mètres et 0 mètres dans ce genre de moment, c'est exactement ce à quoi tu penses en fumant ta cigarette devant la fin de la guerre. Tu retournes à Koursk en juillet 1945, dans un train militaire qui met 4 jours à faire un trajet qu'on ferait normalement en 12 heures, parce que les voies sont encore endommagées et que les priorités de circulation sont complexes. Fyodor est toujours là. Il a 60 ans et il a l'air d'avoir 70. Zinaïda l'a soigné pendant une angine de poitrine en 1943 qui l'a immobilisé 6 semaines. Varvara s'est mariée. Paulina a fini l'école.
La maison est toujours là. Tu entres dedans et pendant plusieurs secondes, tu ne fais rien. Tu restes debout dans le couloir et tu regardes le poêle et la table, et les chaises et les murs que tu connais depuis ta naissance. Et tu essaies de faire tenir ensemble les deux réalités qui sont maintenant dans ta tête. Cette maison et ce que tu as vu pendant 4 ans. Et tu n'y arrives pas vraiment, mais tu essaies. Fiodor fait du thé. Vous buvez du thé dans la cuisine. Il ne pose pas de questions sur la guerre, et tu ne lui en parles pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est qu'il n'y a pas de mots pour certaines choses, et que 2 hommes intelligents savent quand les mots sont en dessous de ce qui s'est passé. En septembre 1945, tu reprends ta place au kolkhoz. Le tracteur STZ que tu réparais en 1941 a été remplacé par un modèle DT54. Tu le démontres, tu le remontes, tu l'écoutes. Tes mains retrouvent le geste sans que ta tête ait besoin de réfléchir. En 1948, tu épouses une femme du village qui s'appelle Oksana, institutrice de l'école primaire, qui cuisine bien et qui chante dans la cuisine le matin et qui ne te demande jamais de parler de Stalingrad, mais qui est là quand tu ne dors pas certaines nuits, et qui pose sa main sur ton bras sans rien dire, et c'est suffisant. Vous avez 2 fils, Mikhaïl et Grigori, et une fille, Nadejda. Tu leur donnes une vie ordinaire, et tu ne penses pas que l'ordinaire soit peu de choses. Tu travailles au kolkhoz pendant 30 ans. Tu deviens chef mécanicien du parc de machines agricoles du district. Tu formes des apprentis mécaniciens. Certains d'entre eux te demandent si tu as fait la guerre. Tu réponds oui. Ils demandent comment c'était. Tu leur dis « c'était long ». Ce n'est pas tout ce que tu pourrais dire, mais c'est tout ce que tu dis. En 1975, pour le 30e anniversaire de la victoire, le soviet local organise une cérémonie où les anciens combattants du district sont réunis. On vous photographie en rang devant le monument aux morts. Vous, les survivants de Stalingrad, de Koursk, de Varsovie, de Berlin. Sur la photo, tu as 53 ans et tu te tiens droit dans ton costume avec tes 2 décorations. La médaille pour la défense de Stalingrad et l'ordre de la gloire. Et si quelqu'un regarde tes yeux sur cette photo, il voit quelque chose qui n'est pas de la fierté exactement, et pas de la tristesse exactement, mais quelque chose entre les deux qui n'a pas de nom dans la langue ordinaire. Tu meurs en 1989 à Koursk, à 67 ans, dans le même district où tu es né, dans une ville qui a été rebâtie sur ses propres ruines et qui ne ressemble plus tout à fait à celle de ton enfance, mais qui a le même ciel en été, ce ciel immense et blanc de la steppe russe, et le même vent qui sent la terre noire et le tournesol quand il vient du sud. Entre juillet 1942 et février 1943, la bataille de Stalingrad a fait environ 2 millions de victimes. Morts, blessés, prisonniers, des 2 côtés combinés. La 62e armée de Tchoïkov a traversé 45 divisions d'infanterie complètes pendant les 182 jours de défense de la ville. Sur les 91 000 soldats allemands capturés à la reddition de Paulus, le 31 janvier et le 2 février 1943, environ 6 000 reverront l'Allemagne. Les autres mourront en captivité de maladie, de froid et de faim dans les années qui suivent. L'opération Uranus a encerclé 330 000 soldats de l'Axe, avec une force totale d'environ 1 million d'hommes soviétiques sur les 2 axes d'attaque, nord et sud. Stalingrad a été le premier point de retournement stratégique définitif sur le front de l'Est. Après le 2 février 1943, l'Allemagne nazie n'a plus jamais pris l'offensive stratégique en URSS. La médaille pour la défense de Stalingrad a été créée par décret du 22 décembre 1942, pendant la bataille elle-même, et décernée à environ 750 000 soldats et civils ayant participé à la défense de la ville. La ville de Stalingrad a reçu le titre de ville-héroïne le 1er mai 1945. Elle s'appelle aujourd'hui Volgograd. Les décisions qui ont compté à Stalingrad, tenir la berge de la Volga au lieu de se replier sur la rive est, coller à l'ennemi plutôt que de lui céder le terrain, concentrer 1 million d'hommes en secret total pour une contre-offensive que l'ennemi n'a pas vu venir, ces décisions ont été prises par des hommes dans des bunkers sous les bombardements, dans des caves sous les décombres, dans des ateliers d'usine à 20 mètres des lignes ennemies, sans certitude, sans garantie, avec pour seule information ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient devant eux.
Si cette histoire t'a traversé, si tu t'es demandé ce que tu aurais fait dans ces décombres, dans ce froid, avec tes dernières cartouches et le mur qui tremble sous les obus, abonne-toi. Chaque semaine, une vie oubliée, une vie entière racontée pour qu'elle ne disparaisse pas.